TVC Basse-Lièvre est fier de s'associer à InMédia, l'info de la Basse-Lièvre, pour vous présenter TVC Info. Bonne émission. Voici votre TVC Info du 4 mai 2022. Aujourd'hui à l'émission, le gouvernement du Québec n'est pas fermé à l'idée d'aider la ville de Tursault avec l'Aréna Guy Lafleur. On revient sur la finale de secondaire en spectacle et on termine avec Sandra Mathieu de la presse touristique qui nous propose de partir à la chasse aux chutes. En compagnie de Yannick Boursier de InMédia. Bonjour Yannick. Cette semaine, tu nous parles du gouvernement du Québec qui a peut-être laissé planer l'idée qu'il pourrait aider la ville de Tursault avec l'Aréna Guy Lafleur. Oui, bien, on va se mettre en contexte un peu. On se rappelle, il y a quelques semaines, la ville de Tursault a indiqué comme quoi qu'il devait prendre des choix pour le futur de l'Aréna Guy Lafleur parce que présentement, il y a beaucoup d'argent à mettre dedans. Il faut mettre des investissements importants et on ne sait pas si on va être capable de le faire et si ça va valoir la peine. On sait aussi qu'ils ont un projet de centre multifonctionnel qui avait déjà été présenté pour du financement et qui comprenait à ce moment-là une glace. Mais là, on est en train de revoir à savoir est-ce que le nouveau centre qu'on veut avoir va avoir une glace ou non. Et tout ça est arrivé avant, bien sûr, le décès de Guy Lafleur. Le décès de Guy Lafleur change un peu les choses. Et dimanche, lors de sa visite au Centre Bell, le premier ministre François Legault a été questionné à savoir si c'est important de garder l'aréna de Guy Lafleur à Tursault. Et il a dit que oui, pour lui, c'est important. Fallait s'assurer que ça soit en bon état. Il reconnaît qu'il y a de l'argent à mettre dans beaucoup d'arénas au Québec. Il disait justement qu'il y avait eu dans le programme qui avait été mis en place, où il y avait déjà eu une demande pour Tursault, il y avait eu à peu près 1,5 milliard de dollars de demandes pour un budget qui ne se rappelait plus si c'était 200 ou 300 millions là, qui avait été mis en place. Donc, il n'avait pas été en mesure d'aider tout le monde. Donc, oui, il y a encore des investissements importants à faire. Il laissait planer donc justement que le gouvernement pouvait être là pour aider à ce moment-là. Ça nous fait remonter dans la liste un peu? Ça nous fait remonter un peu dans la liste, c'est certain, parce que comme Mathieu Lacombe nous disait aussi plus tard, c'est que le premier ministre n'est pas au courant de tous les projets d'aréna au Québec. Donc, s'il est au courant de la situation de l'aréna de Tursault, c'est parce que ça a été discuté et que c'est un sujet qui les intéresse beaucoup. Et Mathieu Lacombe abonde dans le même sens, lui aussi. Oui, justement, c'est ce qu'il disait Mathieu Lacombe. On l'a rencontré au début de la semaine pour un autre événement. Et lui aussi, il croit au besoin de faire quelque chose pour l'aréna de Tursault. Il dit comme quoi que c'est une aréna qui est importante pour la ville de Tursault, mais au-delà de ça, ça a une symbolique importante du fait que c'est l'aréna Guy Lafleur. Donc, il faut s'assurer de conserver l'aréna Guy Lafleur d'une manière ou d'une autre. Et puis, c'est ça la grande question. Est-ce qu'on va la conserver ou on va plutôt en construire une nouvelle? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de coûts qui sont reliés là, au fait de la conserver versus en construire une nouvelle. Oui, bien, il y a la question des coûts, mais il y a aussi la question de l'aréna elle-même. Benoît Lauzon nous disait, quand il y avait la discussion, que même si on rénovait cette aréna-là, elle n'est pas adaptée à la réalité d'aujourd'hui. On ne peut pas tenir de gros événements de tournois et tout ça parce qu'il n'y a pas assez de place dans les estrades. Donc, est-ce qu'on veut conserver la même aréna parce que c'est l'aréna qui a vu jouer Guy Lafleur ou on veut en faire un autre? Mathieu Lacombe, on l'a questionné sur qu'est-ce que lui préférait. Il a dit, c'est pas ma décision. Il laisse ça entre les mains de la ville de Tursault, mais il dit qu'il va être là, il va être présent, quelle que soit la décision qui soit prise. Parfait. Donc, on va suivre le dossier de près de ce côté-là. Et dans un autre ordre d'idée, il y a un débat au sujet des terres publiques dans la MRC de Papineau. Explique-moi ça. Oui, bien,
les terres publiques, par définition, le nom le dit, ce sont des terres où ce que les gens ont accès, les gens peuvent aller et ils ont le droit de faire plusieurs choses, notamment du camping. Et ça entraîne certains enjeux à des endroits du côté de la MRC de Papineau parce qu'on parle d'enjeux de pollution, entre autres, d'occupation et aussi des gens qui essayent d'empêcher d'autres personnes d'avoir accès à certains éléments, notamment des lacs qui sont liés à ces terres publiques-là parce qu'ils campent là et ils campent là pour un bon moment. Donc, ça commence à inquiéter, c'est venu aux oreilles en fait, du comité forêt de la MRC de Papineau qui a commencé à regarder le dossier et qui veut arriver avec une réglementation pour essayer de gérer cette situation-là. En fait, de mieux encadrer, là, de ce que j'en comprends. Puis, qu'est-ce qu'il compte faire, justement, la MRC de Papineau pour mieux encadrer tout ça? Bien, c'est ce qu'ils sont en train de regarder présentement. Ils sont en train d'analyser la situation, voir vraiment toutes les problématiques et surtout les endroits, parce que ce n'est pas partout non plus que la problématique est là. Il y a des endroits où c'est pire que d'autres. Et là, ils vont regarder un peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Parce que ce sont des terres publiques. Par contre, la MRC de Papineau a une entente de gestion avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour pouvoir gérer ces terres-là. C'est ça qui leur permet de faire cette réglementation-là s'ils désirent la faire. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de regarder. Donc, ils aimeraient ça encadrer. Le but, ce n'est pas d'interdire notamment le camping parce que c'est l'élément qui revient le plus, mais ce n'est pas dans le but de l'interdire, mais de trouver une façon que ça soit fait correctement et que tout le monde puisse profiter de cette aire-là de la même façon et qu'il n'y ait pas des avantages pour certains comparativement à d'autres. Ce serait quoi les prochaines étapes dans le processus? Là, présentement, la comité forêt est en train justement de regarder qu'est-ce qu'ils vont faire comme règlement. Ils sont supposés de revenir avec une ébauche de règlement pour une rencontre au mois de septembre. Ils vont regarder, il y a entre autres la MRC de Pontiac qui a fait sensiblement le même travail, qui ont un règlement pour leur terre publique. Donc, ils vont un peu se baser sur le travail qui a été fait là. Par la suite, la MRC va devoir approuver. Et bien sûr, même s'il y a une entente de gestion, ça reste quand même que le gouvernement doit aussi donner son accord à ce nouveau règlement-là. Donc, ils vont devoir aller à Québec et demander au ministère d'accepter ce nouveau règlement-là une fois qu'il va avoir été accepté par la MRC. Donc, ce sont différentes étapes. Donc, ce n'est pas cette année qu'on va voir des changements, peut-être plus l'année prochaine, mais au moins, on s'arrête à ce dossier-là et on veut le régler parce que on dit que c'est quelque chose qui peut avoir quand même des impacts importants au niveau environnemental. On parlait aussi d'abattage d'arbres. À certains endroits sur des terrains, qui était un autre des problématiques. Donc, on veut essayer d'éviter ça. Puis des abattages d'arbres, j'imagine, en lien avec des campements qui se sont installés ou plutôt pour que les gens ils se sont fait des feux, tout simplement? Puis, les gens s'installent, soit qui coupent des arbres pour s'installer ou pour les feux. Les deux possibilités sont là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des arbres qui sont abattus qui ne devraient pas l'être. Alors, on veut éviter cette situation-là parce qu'on veut préserver ces arbres-là. C'est des terres publiques et c'est des endroits qui sont protégés aussi, là. Oui, donc un long processus, mais qui devrait mener à un meilleur encadrement des terres publiques. Exactement. Merci pour ce dossier-là. Et maintenant, la Société de transport de l'Outaouais a décidé de prendre un virage complet pour son service d'automne. Oui, bien, ça a été annoncé au dernier conseil de la STO la semaine dernière. Ils veulent modifier un peu, ils vont enlever certains voyages qui sont aux heures de pointe. Donc, pour un certain trajet, prendre un exemple, au lieu d'avoir 6 voyages pendant les heures de pointe, on va en avoir 4. Et ensuite de ça, on va prendre ces voyages-là, puis on va les ajouter en hors-pointe et en contre-pointe. Donc, des endroits où normalement le service est moins fréquent déjà, parce que la STO, dans sa fonction actuelle, travaillait beaucoup sur la fréquence en heure de pointe, notamment pour les fonctionnaires. Oui. Malheureusement, avec la situation des 2 dernières années, on sait qu'est-ce qui arrive avec les fonctionnaires et on s'attend à ce que la majorité va continuer de faire du télétravail. Donc, on n'aura pas un besoin aussi important en heure de pointe. Donc, c'est pour ça qu'on commence à travailler pour changer un peu cette philosophie-là, si on peut dire, et peut-être rajouter des services hors pointe comme ça. Et puis, pour nous, dans l'Est, qu'est-ce que ça représente?
Au niveau du service localement, ici, il n'y a aucun changement parce qu'il n'y a aucune ligne qui sont touchées ici localement. Ou ce qui pourrait avoir des changements pour certains utilisateurs, c'est ceux qui utilisent le Rapibus, qui s'en vont vers le centre-ville. Des fois, pourraient voir certaines des lignes qui ont des transferts avoir une petite modification, mais ça ne devrait pas avoir des impacts significatifs, nous dit la STO. Les changements ne seront pas assez importants de ce côté-là pour que ça ait des changements. Par contre, d'un autre côté, dans les ajouts qu'il va avoir, il va y avoir quelques ajouts du côté de la ligne 800 qui est sur le Rapibus et qui revient vers la station Labrosse, qui est la station la plus près de Buckingham et qui est utilisée beaucoup par les gens de l'Est qui vont soit se rendre en autobus jusqu'à Labrosse ou se rendre à Labrosse directement pour prendre l'autobus. Donc, à l'extérieur des heures de pointe, il va y avoir des ajouts de ce côté-là, donc ça pourrait être bénéfique. Notamment, et c'est le conseiller de Buckingham, Edmond Leclerc, qui nous donnait cet exemple-là. Pour les étudiants, lui-même utilisait la 800 pour aller à l'école et il voit un avantage parce que justement, les heures de classe ne sont pas vraiment en même temps que les heures de pointe. Donc là, de ce côté-là, il va avoir un avantage pour les utilisateurs. Et puis, en faisant, ils ont décidé d'aller de l'avant avec ce remodelage de circuit-là, mais ils prévoyaient déjà faire une autre démarche, la STO, si je ne me trompe pas, cette année. Oui, bien, la STO avait prévu depuis quelques années, avait fait un plan il y a quelques années pour dire on va faire des refontes de services dans différents secteurs. Ça avait été fait notamment dans Elmer et au plateau, entre autres, là, où on avait revu tout le service au complet. Dans le plan, on prévoyait qu'en 2022, on allait faire du côté de Buckingham, Masson-Angers. On a repoussé avec la pandémie. On va attendre de voir un peu ça va être quoi la nouvelle réalité des déplacements avant de faire le processus. Donc, c'est sur la glace pour le moment. Donc, on verra qu'est-ce qui va arriver dans les années futures. Merci. Et en terminant, ça bouge beaucoup chez les Flames. Oui, bien, les Flames de Gatineau ont connu une fin de saison un peu difficile l'année passée. Ils ont décidé de faire table rase sur la dernière saison. On recommence au complet. Et là, ils ont nommé un nouvel entraîneur, Carl Robillard, donc entraîneur et directeur général. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'expérience. Présentement aussi, il est scout pour le Phoenix de Sherbrooke, dépisteur. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le hockey, donc il s'en vient. Ils ont amené aussi un autre qui est quand même assez connu des amateurs de hockey, Matthew Barnaby, qui s'en vient comme responsable des habiletés hockey, comme coach des habiletés hockey. Donc, il va essayer de donner un peu de coaching de ce côté-là aux joueurs des Flames. Et on a aussi annoncé un gars de Buckingham, Patrick Lasselle, qui s'en vient avec l'équipe comme vice-président des opérations hockey, de même que Frank Cyr, qui va être entraîneur adjoint aussi. Là. Donc, plusieurs nouveautés qui s'en viennent et on s'attend que sur la glace aussi, il y a eu beaucoup de changements. Les nouveaux propriétaires, les nouveaux propriétaires depuis 2 ans nous disaient qu'ils voulaient avoir vraiment un changement là, autant au niveau de l'organigramme que sur la glace. Donc, un nouvel organigramme pour la prochaine saison qui va débuter donc à l'automne 2022. C'est bien ça? C'est bien ça. Mais merci beaucoup, Yannick Boursier, pour toutes ces informations. Et puis, on se reparle la semaine prochaine pour davantage d'informations sur la TVC Basse-Lièvre. Merci, bonne semaine. Cette semaine, on s'entretient avec Audrey-Anne Paquet, qui est coordonnatrice de programme à Loisirs Sport Outaouais. Alors, bonjour Audrey-Anne. On discute ensemble aujourd'hui parce qu'on veut faire un retour sur la finale régionale de secondaire en spectacle qui a eu lieu les 30 et 31 mars dernier du côté du Cégep de l'Outaouais. On veut savoir comment ça s'est passé et le taux de participation. Là. Ça avait l'air de quoi? Absolument. Donc, en fait, ça a été vraiment une édition mémorable après 2 années là, qui ont été grandement impactées par la pandémie. Donc, il y a 2 ans, on avait dû annuler notre finale régionale. L'an dernier, ça avait été une édition 100% virtuelle qui avait quand même connu un beau succès. Mais cette année, de se retrouver en présentiel, en personne,
au Cégep de l'Outaouais, de donner la chance à des jeunes qui, pour certains, n'avaient jamais eu la chance de se produire sur une vraie scène devant le public. Ça venait vraiment donner tout son sens au programme secondaire en spectacle. Donc, on est vraiment extrêmement contents du taux de participation. Et puis, au niveau de la réponse du public, ça a été vraiment une belle édition également, là. Donc, on a fait salle pratiquement comble les 2 soirs. C'était vraiment une participation record, là, si on compare avec les années avant la pandémie. Donc, on ressentait vraiment là, que le public avait hâte de se retrouver dans une salle de spectacle. Puis, on est vraiment heureux là, qui ait choisi la finale régionale de secondaire en spectacle pour revivre une expérience en salle. Et puis, secondaire en spectacle, on a eu des finales locales qui nous ont menés à la finale régionale. Oui, c'est exact. En fait, on avait 15 écoles participantes cette année en Outaouais. Donc, chacune des écoles était responsable d'organiser un spectacle dans son école pour qualifier des jeunes participants. Donc, évidemment, des jeunes artistes, des jeunes animateurs, maîtres de cérémonie, mais aussi des jeunes qui travaillent un peu plus dans l'ombre. Donc, les jeunes journalistes, jeunes organisateurs et jeunes techniciens à qui on doit aussi le succès de nos spectacles. Donc, des finales locales ont été organisées dans les écoles. Les lauréats ont participé à la finale régionale et lors de la finale régionale, des lauréats ont aussi été nommés pour représenter l'Outaouais lors de l'étape ultime de secondaire en spectacle, le rendez-vous pan-québécois. Le rendez-vous pan-québécois, qui va nous représenter pour la région de l'Outaouais? Dis-moi, qui ont été les finalistes de cette grande finale régionale-là? Absolument. Donc, en fait, premièrement, je dois dire que j'aurais pas aimé être à la place de nos juges. Donc, notre jury à la finale régionale était formé de notre chef de jury, Geneviève Roberge-Bouchard. Il y avait le duo de danseurs Betweens qui ont participé à l'émission Révolution. Il y avait Geoffrey Charles, qu'on a pu connaître notamment à l'émission La Voix. Il y avait Céleste Lévy, franco-ontarienne, qu'on a aussi connue à l'émission La Voix. Il y avait Yves Bergerat, qui est chroniqueur culturel au journal Le Droit. Donc, on avait vraiment un beau jury. Il y avait également Magali Lemel, qui est plus impliquée au niveau du théâtre, puis qui avait gagné une distinction assez prestigieuse de culture Outaouais cette année. Donc, on avait un beau jury qui avait la lourde tâche de choisir qui allait être les jeunes qui allaient représenter l'Outaouais au rendez-vous pan-québécois. Puis leur décision n'a pas été facile, mais ils ont finalement arrêté leur choix sur 6 numéros. Donc, il y avait des jeunes de plusieurs écoles. On pense entre autres à un duo de piano et violon qui s'est vraiment démarqué. 2 numéros de danse, donc Solveig Langlois, qui est une jeune d'Ormidas Gamelin, qui est en secondaire 5 et qui sera au rendez-vous pan-québécois finalement depuis 5 ans. Donc, qui a très bien performé encore cette année. Mirani Coelho du Collège Nouvelle-Frontière qui nous a offert vraiment une création totale en chant très touchante. Puis on avait aussi une interprétation d'Abigail Langlois de Maniwaki là, qui était vraiment très touchante également. Là. Donc, on va être très bien représentés au rendez-vous pan-québécois. Parle-moi des rendez-vous pan-québécois parce qu'en fait, c'est le summum, là, si on peut dire. C'est la gâterie, la cerise sur le sundae de tout ce travail-là que les jeunes ont fait. Donc, où est-ce que ça se passe? Donc, en fait, traditionnellement, le rendez-vous pan-québécois, c'est un rassemblement de 800 quelques jeunes dans une région haute qui change à chaque année. Rappelons là, qu'en 2019, le rendez-vous pan-québécois avait eu lieu à Gatineau, plus précisément à l'école secondaire Ormidas Gamelin. Donc, cette année, en fait, pour répondre aux différents enjeux de santé publique et limiter quand même le rassemblement de tout ce beau monde-là, ce qui a été organisé, en fait, c'est une série de plusieurs arrêts. Donc, en fait, c'est un rendez-vous pan-québécois en tournée. Et l'Outaouais, on va être du 14 mai prochain à l'Assomption. Donc, on sera avec la région de la Nodière et des Laurentides, donc le 14 mai prochain. Donc, c'est un rendez-vous pour ceux qui seront peut-être de passage dans ce coin-là, si vous voulez aller encourager nos jeunes. Et secondaire en spectacle, on t'en a parlé tantôt, là, il y a différentes catégories. Et puis, ben, on le filme, ce spectacle-là. Et puis, à la TVC Basse-Lièvre, ça nous fait plaisir. Les gens qui n'ont peut-être pas pu assister vont pouvoir l'écouter ce jeudi 5 mai à 19h. On diffuse secondaire en spectacle. Donc, soyez prêts
popcorn en main. Je pense que ça va être très divertissant et ça va nous permettre de voir les talents de notre région. Et dis-moi, peut-être en terminant, est-ce qu'on a une prochaine édition qui va être de retour l'année prochaine? Oui, bien, en fait, premièrement, je vous remercie d'être un partenaire dans la diffusion de notre finale régionale. C'est vraiment apprécié que vous fassiez rayonner le talent de nos jeunes d'ici. Et puis, oui, on aura définitivement une prochaine édition l'an prochain, toujours vers la fin mars, début avril au niveau de la finale régionale. Puis, on est bien optimiste là, que l'édition de cette année ait donné envie à encore plus de jeunes de participer l'an prochain. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup. Puis, on parlait du rendez-vous pan-québécois, là, mais la population est invitée à assister à l'événement gratuitement. C'est tout à fait gratuit. Toutes les informations sont au www.secondairerenspectacle.ca. Et puis, pour les inscriptions de secondaire en spectacle qui va avoir lieu l'année prochaine, est-ce que les inscriptions sont déjà ouvertes? Les jeunes peuvent commencer à penser à leur spectacle ou dans quoi ils voudraient s'inscrire? Ils peuvent définitivement commencer à y penser tout de suite. Au niveau des inscriptions, ça va vraiment se faire avec l'intervenant responsable du programme dans chacune des écoles à partir de la rentrée scolaire l'an prochain. Mais on encourage les jeunes à déjà en parler à leurs intervenants scolaires là, pour commencer à réfléchir à leur numéro. Bien, merci beaucoup, Audrey-Anne, de nous avoir accordé du temps. Et puis, on le rappelle, secondaire en spectacle, si vous l'avez manqué, ça va être diffusé à la TVC Basse-Lièvre ce jeudi 5 mai à 19h. Donc, merci beaucoup et puis bon succès pour les prochaines éditions. Merci à vous. Bonne journée. On discute maintenant avec Sandra Mathieu de la presse touristique. Donc, bonjour Sandra. Cette semaine, tu débutes par nous parler des sentiers qui sont en mode printemps, si je ne me trompe pas. Oui, bien en fait, je trouve qu'au printemps, comme plusieurs randonneurs, j'aime bien aller à la chasse aux chutes, comme on pourrait appeler. On a des superbes chutes dans l'Outaouais. Donc, on se munit d'une bonne paire de bottes parce qu'on s'entend qu'il va peut-être avoir de la boue, des bâtons de marche, notre appareil photo, puis on part à la chasse aux chutes. Donc, je vous dirais que dans les coups de cœur là, qu'on peut noter, il y a les chutes de Loxville, dans le parc de la Gatineau, donc secteur ouest, superbe chute sur l'escarpement Hurdley. Donc, c'est une belle pente rocheuse, il y a un écosystème qui est vraiment unique dans la région. On parle d'un niveau assez difficile, là, si on n'est pas habitué à la randonnée. C'est quand même une distance de 4,2 km, c'est une boucle, donc ça devient intéressant. Là, on ne revient pas nécessairement sur nos pas. Puis au sommet, il y a une tour à feu, des belvédères, c'est vraiment très beau, donc sur la vallée de l'Outaouais. Je vous dirais qu'un autre coup de cœur, c'est les chutes Coulonges. Là, on ne peut pas passer sous silence celle-là. Là, 48 mètres, c'est quand même pas rien. Une belle place de pique-nique aussi. Puis, c'est aussi un centre d'interprétation, ça, il y en a peut-être qui ne le savent pas, et un parc d'aventure en même temps, donc des tyroliennes dans les canyons. On se croirait vraiment ailleurs, une super belle Via Ferrata. Donc, la randonnée, là, elle est très facile. On parle d'une boucle d'1 kilomètre, mais il y a vraiment de quoi s'amuser là aussi. Donc, il y a aussi la chute d'Enholm, qui dans le fond, là, on retrouve 4 sentiers qui se regroupent en une boucle. Ça mène aux chutes, dans le fond, dans la vallée de la Gatineau, toujours dans une forêt très mature. On parle d'un total de 5 km de sentiers. On peut s'amuser longtemps là aussi. Et puis, un de mes préférés, c'est la chute de Plaisance en Petite Nation. C'est pas mal reconnu pour être les plus impressionnantes, là, avec une dénivellation de 63 mètres. Puis un super beau sentier qui mène, on parle de 1,4 km aller-retour. Donc, n'hésitez pas à aller explorer nos belles chutes. Là, je pense qu'on en a en masse dans l'Outaouais. Effectivement, et puis qui sait prendre des beaux clichés aussi pour agrémenter notre printemps. Et tu nous parles aussi de nouveautés et de bonnes ressources pour préparer son séjour en pourvoirie cet été. Oui, bien en fait, ce qui est intéressant là, dans les pourvoiries, on remarque depuis quelques années, c'est qu'on va beaucoup plus loin que la chasse et la pêche. On a souvent pensé que c'était pour ces activités-là qu'on allait en pourvoirie uniquement. Mais depuis quelques années, l'offre se diversifie. Même leur site Internet à Pourvoirie Québec, là, il y a maintenant des critères
pour sélectionner quand on veut y aller en famille. Fait que c'est ça, on est en quête d'un séjour en nature, puis on veut plusieurs activités de plein air, mais aussi pour les familles, des activités organisées. Donc, même dans l'Outaouais, on a quand même des belles nouveautés. Par exemple, à la pourvoirie Mer Bleue, on a, c'est un superbe territoire, là aussi, en passant au lac Caillaman. Là, on a une initiation aux activités de plein air. Fait que c'est vraiment trippant. On a aussi des formations chasse et pêche, conduite de bateau. Puis il y a des belles activités éducatives qui sont mises de l'avant aussi. Il y a un autre beau projet là, collaboratif cette fois-ci, c'est 4 pourvoiries. C'est un projet pilote, là, dans le fond, 4 pourvoiries de l'Outaouais dans le développement d'activités de mise en valeur de produits forestiers comestibles. Donc là, on parle du terroir local. Donc, on a les pourvoiries participantes. Là, il y a le club de chasse et pêche Stramon Domaine du lac Brisson, le pavillon Wapus, pourvoyeur de l'Est canadien, puis la pourvoirie Mer Bleue aussi. Puis, il faut aller voir aussi le site, comme je disais un peu plus tôt, pourvoirie avec un s.com. Puis là, on parle quand même de 102 pourvoiries québécoises là, qui sont là, qui ont la distinction famille. Donc, c'est vraiment une distinction où on va vraiment pouvoir s'amuser en famille. Il y a des jeux extérieurs, intérieurs, de l'animation. Je pense qu'on peut s'amuser en masse aussi dans les sports nautiques, la randonnée équestre. Fait qu'il y a un peu de tout. Et puis, en terminant, on ne peut pas passer sous silence l'événement incontournable de la saison en mai dans l'Outaouais. Donc, c'est le Festival des tulipes qui souligne son 70e anniversaire cette année. Oui, et ça, c'est pas rien quand même. Là. Du 13 au 23 mai, il y a beaucoup de célébrations, en fait, pour souligner ce 70e anniversaire-là. Donc, anniversaire historique. Et puis, j'aurais le goût de vous conseiller d'aller lire un super article de notre chroniqueur voyage, Gérard Coder, dans la presse touristique, qui nous fait un petit historique du Festival des tulipes. Donc, il nous explique d'où ça vient, comment ça a commencé. Donc, un véritable conte de fées. Donc, je ne vous raconterai pas l'histoire. Là, c'est une belle et longue histoire, mais je vous dirais d'aller lire, là, ça vaut le coup. Mais aussi, on peut aller sur le site, il y a un compteur de floraison. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas où aller exactement ou à quel endroit les tulipes sont les plus jolies, les plus poussées, on va dire, on peut aller consulter l'indicateur. Il y a une carte interactive aussi où on a le sentier des tulipes. On peut voir toutes les activités. C'est un peu partout dans l'Outaouais, encore une fois. Donc, n'hésitez pas à aller visiter le site, puis vous allez tout trouver là, pour avoir un beau séjour pendant le festival. On ne manque pas ça, encore une fois. Merci beaucoup, Sandra Mathieu de la presse touristique. Et on se reparle prochainement pour d'autres activités touristiques en Outaouais. Merci beaucoup. Oui, à bientôt. Et voilà, c'est déjà ce qui complète le TVC Info cette semaine. Merci d'avoir été fidèle au poste et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir.